Bonjour M. Thomas, et merci encore pour terminer l'interview que nous avions commencé et qui a suscité vraiment beaucoup d'intérêt. Et j'ai senti dans les retours, les messages qu'on m'a envoyés personnellement, que les gens voulaient en fait savoir de quoi tout cela retourne. Et ce qui fait que là, nous poursuivons la deuxième partie de l'interview. Avant d'entamer la discussion, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse du MFDC? Parce que parmi les commentaires, il y en a qui nous disent qu'au départ, il n'était pas question de demander l'indépendance, que c'était un parti qui était né pour plus l'affirmation des Casacés dans le gouvernement sénégalais. Écoutez, je vous fais d'abord bonjour et je vous remercie effectivement que nous ayons encore repris l'entretien que nous avions commencé. Donc, ce que je réponds sur cette question, malheureusement, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur histoire. L'histoire de l'Afrique a été écrite par les colons français, ou les Anglais, ou les Portugais. Voilà. Donc, pour que ces gens-là qui se posent cette question, mais à l'époque, en 47, 46, 47, l'État du Sénégal existait-il ou pas? Oui, parce que, puisqu'ils posent cette question, est-ce que, à 47, au moment où le MFDC est né, il y avait l'État sénégalais? Non, l'État n'existait pas. La France était au Sénégal, c'est sa colonie. On appelle la colonie française du Sénégal. C'est donc ça. Comme elle est passée par le Sénégal pour aller au Mali, Burkina Faso, partout en Afrique de l'Ouest. Et la dernière étape de ces colons en Afrique de l'Ouest, c'est la Casamance. Et comment la Casamance pouvait-elle être dans le Sénégal? C'est faux, à 100%, ils ne connaissent pas leur histoire. On dit que nous avons été colonisés. Pour moi, non. La vérité est que les Européens qui se sont mis dans l'océan pour sillonner, pour découvrir les autres continents, n'ont été envoyés ni par les gouvernements légaux de leur pays, ni par des royaumes légaux de leur pays. Non, ce sont les armateurs qui payaient les aventuriers pour faire leur commerce. C'est comme ça que la première étape de la découverte, soi-disant, de l'Afrique noire est faite par ces aventuriers et qui sont souvent 2 ou 3 personnes, s'ils ont beaucoup, 10 personnes. Donc les 10 personnes arrivent au port de Saint-Louis, trouver là-bas le quartier qu'on appelle Guet-Ndar. Comment ces personnes pouvaient-elles coloniser Saint-Louis? Ça n'est pas possible, ça. Donc c'était pour ce qu'on appelle ouvrir les comptoirs commerciaux pour commercer avec les maisons de commerce, sans y mettre aucun gouvernement légitime de leur pays respectif. Ça, c'est la première étape. Donc, si on enseignait ça aux enfants africains, ils comprendront que leurs ancêtres n'ont pas été colonisés par 10 personnes venant de l'Europe, dans leur voilier, atterrir quelque part dans des points comme Saint-Louis et comme Dakar et comme d'autres points. Non, il ne peut pas. Donc il a fallu petit à petit, les maisons ont commencé à fonctionner, le commerce avec les Européens, ce qu'on appelle les produits manufacturés, petit à petit, il a fallu la guerre des Amériques. Quand les Américains ont refusé l'autorité anglaise, n'est-ce pas, que ce gouvernement européen et les comptoirs qui se trouvent partout en Afrique ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les Français qui sont installés à Saint-Louis, à Dakar, partout, un jour proclament l'indépendance de
territoires qui sont occupés, voilà, avec lesquels ils font des commerces. C'est à partir de là que ces commerçants, dans leurs comptoirs commerciaux, ont commencé à avoir peur, disant que peut-être que les Noirs viendront un jour s'en prendre à eux, arracher leurs biens. Ils demandent leurs gouvernements locaux de leur envoyer des gens pour les sécuriser et sécuriser leurs maisons commerciales, leurs comptoirs commerciaux à travers partout où les Français et Anglais ont occupé. Là apparaît la première étape de ce qu'on appelle la colonisation, puisqu'ils ne voulaient pas de revivre ce qui est passé aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé aux commerçants, nous allons nous former des gens qui doivent vous garder vos maisons, vos biens, mais c'est vous qui les payez directement. Et c'est comme ça qu'ils ont se mis d'accord. Et après, quand ils ont formé ces hommes, et l'idée est venue par le gouvernement français qui ne pouvait pas envoyer ses militaires au Sénégal pour occuper, former, garder. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On envoie maintenant le général qui est le premier militaire qui est arrivé sur le sol africain, Faidherbe. Faidherbe arrive, il propose à la population de payer l'impôt parce qu'à partir des impôts, explique-t-il, qu'ils vont construire des routes, des écoles, des dispensaires et autres. Voilà. Et donc c'est à partir de là que la colonisation a commencé, puisque la population a refusé cela. Non, immédiatement il a utilisé la force pour occuper d'abord Saint-Louis, leur obliger de payer des impôts. C'est à partir de là que la première étape de ce qu'on appelle la colonisation a commencé par là. Voilà. Donc, ce qui se passe partout. Donc, par conséquent, si ces gens-là qui pensaient que le MFDC est né dans le Sénégal, non, c'est faux. Le MFDC est né en 1947. Et en 1947, le maquis de la reine Aline Sitoé Diatta était aussi dans le maquis. Donc, le MFDC est né pour l'indépendance de la Casamance, puisque heureusement, nous avons été les précurseurs de cet engagement politique pour libérer notre territoire. La première réunion de ces députés, ces représentants au Grand Conseil de la OEF a été tenue à Ziguinchor le 22 janvier 1947 et qui a préparé cette fameuse réunion de Sédhiou qui a eu la naissance du MFDC. Donc ces gens-là, connaissant pas leur propre histoire, moi je m'étonne qu'ils puissent expliquer l'histoire des Casamassés, n'est-ce pas, à notre place. C'est faux à 100%. Voilà. Voilà. Alors, M. Nkrumah, ça date de très longtemps, cette histoire. Depuis lors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous faire l'économie de votre combat, du combat politique que le MFDC a engagé à ses débuts jusqu'à aujourd'hui? Oui, je vous remercie surtout de me poser cette question qui est une excellente question. Moi, mon combat pour le MFDC a commencé depuis le 24 avril 1964 quand j'ai quitté ma Casamance pour revenir à l'étranger. Voilà. Donc, c'est d'abord à commencer par là. Moi, je ne suis pas venu en France en tant qu'immigré. C'est les recherches, les documents qui m'ont pas été impossible de trouver aux archives nationales du Sénégal, n'est-ce pas, et qui m'ont fait quitter la Casamance en 1964 pour venir en Europe pour chercher les documents chez celui qui nous a tous colonisés, sauf la Casamance, la France. Et c'est ça, mon début de combat pour le MFDC, c'est ça. Parce donc au départ, vous êtes venu de votre propre chef? Ah oui, je suis venu de mon propre chef, voilà.
Donc c'était ça au départ et depuis vous êtes resté. Des recherches m'ont conduit à trouver tous les documents que vous voulez trouver. À commencer d'abord sur le document de le roi de Oussou, ici à l'Emediata, que les Français ont fait arrêter et fait laisser mourir dans la prison de Sédhiou en 1903, janvier 1903. Vous voyez, Senghor n'était pas encore né. Voilà. Donc, par conséquent, à l'époque d'ailleurs, cette recherche m'a donné tellement le plaisir parce que au musée de l'homme où se trouvent les squelettes du roi, quand je me suis présenté, j'ai demandé le roi ou Sénégal. Il faut fouiller dans le département sénégalais, rien. J'ai fait exprès demander département de Guinée-Bissau, la Guinée portugaise, rien. Et la Guinée-Conakry, rien. Et j'ai enfin prononcé la Casamance. C'est là où on m'a fait découvrir tous les documents. Premier document que j'ai, je l'ai avec moi. C'est comme ça. Quand j'ai dit Casamance, ils sont sortis dans le département de la Casamance où on trouvait tous les documents dont j'ai besoin le jour de son arrestation et le jour qu'on l'a laissé mourir dans la prison de Sédhiou, je l'ai. Et ensuite, j'ai enchaîné. Il y a une autre dame inconnue en Casamance, Madame Badji, qui, elle, a été arrêtée en novembre 1918, en pleine Première Guerre mondiale. Ayant trouvé ce document de cette dame, et ensuite, j'ai enchaîné pour la reine Aline Sitoé Diatta. Donc, par conséquent, moi, ce qui m'a amené, c'est effectivement pour le réveil du MFDC d'abord, mais ensuite, d'abord trouver les victimes de la Casamance, du colonialisme français. Et Dieu merci, j'ai tout trouvé, identifié, qui est dans mes archives à moi. Donc par conséquent, je ne vois personne en Casamance et ailleurs, encore moins au Sénégal, qui pourrait contester que la Casamance lui appartient. La Casamance n'a jamais appartenu à la colonie française du Sénégal. Ce n'est pas parce que l'État sénégal n'existait pas, c'est la colonie française du Sénégal, c'est la colonie que la France a colonisée, la première sur tout le continent africain. Donc ce n'est pas le Sénégal qui dit que la Casamance fait partie du Sénégal, mais c'est faux. Voilà. Depuis là, où est-ce que vous en êtes avec votre... Et donc, au fur et à mesure, étape par étape, j'ai donc construit, n'est-ce pas, le réveil du MFDC. Voilà. Et donc, à partir de 10 ans d'absence, avant que je ne retrouve en Casamance, en 1974, et avec tout, déjà, les renseignements que j'ai, c'est à partir de là que j'ai commencé à mobiliser sur place les Casamassés pour leur dire le bien fondé du réveil du MFDC, parce que j'ai pu trouver les documents qui prouvent que le MFDC a signé un accord politique avec le bloc démocratique que Senghor a créé le 27 octobre 1948. Mais vous avez gardé ces documents? Bah oui, évidemment. Et puis puisque les premiers membres qui ont leur carte, j'ai pu les retrouver, et c'est ces preuves que nous avons données au tribunal de Dakar. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Si bien que moi, tout ce qui parle de la Casamance, aussi bien qu'au Sénégal, et ça me fait rire. Quelqu'un qui ne connaît même pas son propre histoire, comment peut connaître l'histoire de la Casamance, même l'histoire de la Gambie, qui est à côté? Non. Voilà. Mais est-il vrai qu'à un moment donné, Abdou Diouf vous avez suggéré l'autonomie au lieu de l'indépendance? Non, Abdou Diouf, personnellement, enfin, directement, non. Nous avons, d'abord, puisque les documents trouvés, nous avons rebondi sur la déclaration de Senghor, d'abord, qui est le premier concerné, sur
le compagnonnage entre le MFDC et le Bloc démocratique sénégalais. Quand c'est le 15 février 1978, dans la dernière campagne que Senghor avait amenée pour sa réélection encore à la tête de l'État du Sénégal, à Sédhiou. C'est vraiment mon histoire, je ne sais pas, mais il l'a fait exprès, puisqu'il sait. C'est à Sédhiou qui s'est adressé à la foule casamançaise en disant, si vous voulez vous libérer, votez PS. Nous n'avons pas poussé Senghor à le dire. Senghor savait très bien que la Casamance ne lui appartient pas. Un. Et deux, c'est que ce qu'il a pensé que ce sont des Casamançais, parce qu'il est parti pour un certain cousinage Diola et Sérère, pour avoir cette confiance qu'il a obtenue auprès de ses collègues frères du MFDC pour faire signer cet accord. Mais là, il s'était trompé lourdement. Donc nous, à partir de là, on l'a attendu après sa réélection jusqu'à le 27 septembre 1978. Nous ne le voyons pas arriver pour nous dire comment il va nous libérer, puisque c'est ce qu'il nous a dit. Eh bien, nous lui avons adressé le premier courrier à Senghor, daté du 28 septembre 1978. Senghor n'a pas répondu. Nous l'avons laissé 2 ans après. Deuxième courrier, le 25 décembre 80. Non plus, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'est contenté d'aller voir Jean-Paul II à Rome, parce que l'abbé étant catholique, et donc pour intervenir auprès de son chef de Vatican, pour le faire dissuader de ne pas entrer en politique. Mais Jean-Paul II lui avait dit non. Vous dites que votre politique est fondée sur le dialogue. Eh bien, dialoguer, c'est le dialogue qui vous a mis avec les Casamançais. Pourquoi vous refusez ce dialogue-là par lequel vous êtes passé pour obtenir leur confiance, pour que vous puissiez signer cet accord de politique? Senghor ne pouvait pas. Il savait très bien que en face de nous, il ne pourra jamais, nous convaincre de laisser revendiquer d'abord la trahison de son Sénégal vis-à-vis de la Casamance. L'accord que nous avions signé avec, eh bien, il a été trahi. Donc Senghor ne pouvait pas le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a demandé Jean-Paul II? Il lui avait dit, écoutez, puisque vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas ternir votre image, eh bien, moi je vous conseille d'abandonner le pouvoir. Senghor, c'est pour ça qu'il a abandonné le pouvoir. Il donnait ça à Abdou Diouf. Puisque Abdou Diouf pense que, avec sa taille, n'est-ce pas, il peut administrer la Casamance. Et c'est comme ça que Senghor a démissionné. Malgré tout, nous l'y avons poursuivi. On lui a adressé le dernier courrier. Quand il a reçu le dernier courrier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces 3 courriers et envoie ça à son prédécesseur qui est Abdou Diouf. Abdou Diouf reçoit ça. Au lieu de demander à être reçu par l'abbé Diamacoune poliment pour engager la discussion, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le 16 mai 81 Robert Sagnan, qui était secrétaire d'État à la pêche maritime, avec des menaces qu'il avait menacé l'abbé Diamacoune. Donc c'est comme ça que avait débuté notre prise de contact avec Abdou Diouf. Donc par la force, d'abord le non catégorique. Ensuite, nous lui avons pas suivi. On lui avait adressé un courrier, lui personnellement, pour qu'il sache que Senghor, qui est son papa, c'est que nous n'avons pas peur de lui, encore moins que nous ayons peur contre son fils. Donc, c'est comme ça s'est passé. Abdou Diouf reçoit son courrier et il nous a dit qu'il va nous mater militairement. C'est cela que notre dialogue avec Abdou Diouf a commencé. Nous avons dit, nous allons faire une manifestation libre chez nous, en Casamance, et nous avons donc
organisé et ça s'est passé très bien puisque les gens ont manifesté librement malgré la violence qu'Abdou Diouf a utilisée contre les manifestants du 26 décembre 82. Notre objectif a été d'abord manifester avec les mains nues, avec un drapeau blanc, pour leur dire que nous ne voulons pas une guerre chez nous. Voilà. Mais tout ça, Abdou Diouf a foulé aux pieds cette dignité du peuple casamançais et il a donné l'ordre, ses forces de l'ordre, de tirer dans la foule, tuer les enfants, les femmes, tout ça. Et donc c'est comme ça que notre contact avec Abdou Diouf a commencé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Diouf pense que la Casamance fait partie intégrante du Sénégal. Comme il dit, c'est l'intégrité territoriale du Sénégal. L'intégrité territoriale du Sénégal s'arrête à Kaffrine, à Nioro-Dorib. Nous le savons. Si lui ne savait pas, eh bien, c'est ce qui fait sa grande erreur en pensant qu'il avait ses forces sénégalaises entre ses mains, en pensant que peut-être que la France viendrait l'aider pour maintenir cette autorité sénégalaise sur l'ensemble de la Casamance. Et là, elle s'est aperçue qu'il s'est lourdement trompé. Et d'ailleurs, tous les présidents sénégalais se tromperont. Voilà. Quelles sont vos relations avec Macky Sall depuis qu'il est là? D'abord, Abdoulaye Wade. Oui, Mais oui. Abdoulaye Wade d'abord, oui. Abdoulaye Wade, lui, nos relations ont commencé en prison. Parce qu'il nous a trouvés en prison plusieurs reprises. Est-ce que vous avez été arrêté au Ben Sénégal ou quelle année? C'est nous, c'est moi qui les avais accueillis le 15 mars 88, quand Abdou Diouf les a tous pris, y compris Idrissa Seck, Ousmane Ngom, Dansoko, tout ça là, comment il s'appelle, Bakili, tout ça. C'est moi qui les ai accueillis au Rabas. Et par l'histoire, on m'a fait évacuer au 5e secteur où on mettait les Blancs, mettait les détenus politiques. On a ramassé tous les Casamassés, ils nous ont mis dans les chambres avec les criminels et ils ont réservé ce secteur-là uniquement pour eux. Voilà. Ben, je leur avais dit, nous allons nous rencontrer encore. Eh bien, oui, Abdoulaye Wade nous a trouvés 2 fois en prison. Donc voilà, c'est là où on a pris connaissance avec Abdoulaye Wade. Vous êtes dit quoi en prison? Ben, en prison, parce qu'on se croisait. Hein. Il y a Ousmane Ngom qui m'a dit, de toute façon, on se retrouvera. Donc c'est à partir de là, puisqu'il est resté longtemps, même été condamné avant d'être gracié. Donc c'est à partir de là, dans la prison, on se côtoyait. Lui, avec effectivement l'équipe de Ahmed Khalifa Niasse, d'abord les premiers, avec son frère Lamine Niasse. Hein. Nous les avons trouvés en prison. Voilà. Eux, ils les ont tous libérés dans l'armistice d'Abdoulaye Wade quand Diouf les a amnistés le 17 août 88 pour quitter. Et la plupart des Casamassés condamnés ont bénéficié effectivement de cette amnistie. Mais moi, comme j'étais repris en Guinée-Bissau, et j'attendais un nouveau procès. C'est pour ça que je suis resté en prison jusqu'à mon procès de 90. Donc votre séjour carcéral a duré combien d'années? Eh bien, on va dire que on va dire pratiquement 10 ans, parce que 19 ans, bon, et donc, et 5 mois. Voilà. 9 ans et 5 ans. Voilà, parce que la première condamnation, 5 ans, je l'ai couché jusqu'à la fin. Et 40, après ma libération, 40 jours de liberté, on me reprend en Guinée-Bissau, à la frontière, on me ramène en prison quand le 13 février 88. Et curieusement, cette date est très importante pour le Sénégal. C'est la date où Abdou Diouf a fait complot pour arrêter, soi-disant, les Libyens qui sont venus pour déstabiliser, aider Abdoulaye Wade à l'aéroport. Nous sommes arrivés ensemble à l'aéroport de Dakar-Yoff le 13, un samedi 13 février 88.
Et ensuite, on a arrêté, procédé à arrêter Bruno Diatta, qui était le chef du protocole d'Abdou Diouf, avec tous les autres dignitaires casamassés. Notamment, il y a un médecin, Koli, qui était à Thiès, dans l'hôpital de Thiès. Il y a Fiacre Koli, le doyen, à Humboldt. Il y a Alimame Koli, qui était commandant de la marine marchande du Sénégal. Et donc, il y a Nyancho Koli, qui a fait rebondir Mamadou Dia, qui est allé directement trouver Abdou Diouf au palais. Il leur avait dit, si vous ne relâchez pas, ce sont ceux-là qui restent pour négocier avec les Casamançais. Si vous ne relâcherez pas, eh bien, je dirai tout l'accord politique qui existe entre le bloc démocratique sénégalais et les MNDC. Et c'est comme ça qui a fait peur Abdou Diouf pour les relâcher. Et ils ont donc commencé à faire pression sur Mamadou Dia pour qu'il ne parle pas. Voilà. Et vos relations avec le président Wade pendant son règne? Abdoulaye Wade, évidemment, parce qu'il pensait déjà aller directement au palais. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Notre première relation, le service il m'a demandé indirectement que je lui ai rendu, c'est les élections de 88. Bien que je sois en prison, j'ai donné des recommandations pour que les Casamassés votent pour le PDS. Voilà. L'Abdou Diouf étant l'ennemi de la Casamance, je ne peux en aucun cas lui donner aucun avantage. Et heureusement pour moi, ceci a été confirmé au département de Bignona. C'est comme ça que le PDS s'est installé définitivement en 88. Comment, à partir de la prison, vous êtes arrivé à faire voter Abdoulaye Wade de l'édition? Mais écoutez, je suis Casamassé. Je suis Casamassé, tous les Casamassés me connaissaient à partir de la manifestation du 26 décembre 82. Mais avant cela, la construction du mur de l'hôpital de Bignona, c'est moi qui suis le chef de chantier de l'hôpital de Bignona. Et encore ce hôpital-là, j'avais même obtenu la construction de cet hôpital en centre hospitalier que Abdou Diouf a refusé. Voilà. Donc c'est à partir de là, moi les Casamassés me connaissent très bien, voilà, puisque je suis à l'origine du réveil de l'FDC et ensuite le travaux que j'ai amenés pour l'hôpital de Bignona et puis la manifestation, voilà. Et après vos relations avec Wade pendant qu'il était quand il était, donc il a gagné les élections de 88, mais il pensait pouvoir encore gagner 93. Malheureusement, il a bien gagné, c'est vrai. Mais Abdou Diouf, avec le Parti Socialiste, on lui a volé. Et c'est pas suffisant, on le ramène encore en prison. Voilà. Et en 80. Racontez-nous un peu quand vous êtes sorti de prison jusqu'à votre exil en France. Voilà. Donc Abdoulaye Wade a pris contact avec moi directement par le biais d'un militant de son parti. Voilà. Pour que je l'aide, continue à l'aider pour les élections législatives de mai 98. N'est-ce pas? Et c'est à partir de là, j'ai donné encore les mêmes recommandations pour qu'on ne lui vole pas dans mon département, ce qui fut fait. Donc nos relations avec Abdoulaye Wade étaient tissées à partir de là. À chaque fois quand il venait ici à Paris, eh bien, il demandait à me recevoir. Voilà, et c'est comme ça. Le dernier rendez-vous que j'ai avec lui, c'était ici à Paris. Voilà. Il est arrivé au pouvoir, c'est ce qui fait qu'il lui a fait croire que dès qu'il arrivait au pouvoir, il réglerait le problème en moins de 100 jours. Mais c'était faux. Il s'est aperçu, quand il est arrivé au pouvoir, s'est aperçu qu'il ne connaissait pas la Casamance, dont il pensait et connaître, dont il disait que sa maman est Casamassée pour tenter de leurrer les Casamassés. Voilà. Donc, parti ce sentiment familial pour penser qu'il peut obtenir ces sentiments des Casamassés. Non, notre dignité ne serait à vendre à personne. Donc, nous lui avons montré. Arrivé, il a fait 2 mandats, 12 ans. Il n'a pas pu, il a même aggravé la situation. Voilà. Mais M. Kouma, ça fait
presque 30 ans que vous êtes en France, que vous ne pouvez pas rentrer au Sénégal puisque exilé ici. Que je ne pouvais pas rentrer en Casamance. Mais moi, ce qui est ici, je ne rentrais pas. Au Sénégal, c'est en Casamance, je devais rentrer. Alors, ceci est toujours dû à ce président sénégalais, Abdou Diouf, que je répète, qui ne connaît pas son propre histoire. Abdou Diouf, c'est lui qui nous a fait arrêter, a fait la violence en Casamance, nous imposer cette guerre. Quand il a su qu'il ne pouvait pas la gagner, il a fait envoyer ses députés m'ont trouvé au camp pénal où je couchais sagement ma deuxième peine de 10 ans qui m'ont été infligées au projet de août 90, qu'il demande une trêve, parce que à l'époque, la guerre faisait rage en Casamance. Il pensait pouvoir nous dominer et c'était le contraire. Donc il a été donc contraint de m'envoyer des députés casamancés qui m'ont trouvé au camp pénal au mois de février 91 pour me proposer cet contact qui pourra aboutir à un cessez-le-feu qui sera matérialisé par un accord en bonne et due forme de cessez-le-feu. Et ceci, personnellement, je l'attendais parce que je savais qu'il ne pourra pas nous vaincre militairement en Casamance. Et je lui ai dit, mais voilà, le courrier qu'on vous a demandé, on s'est envoyé personnellement, vous avez lu ce qu'on vous a dit. On vous a dit, il vaut mieux dialoguer avec le Diola, on ne mate pas le Diola. Ça, c'est l'expression de l'abbé Diabakone qui lui avait dit dans la lettre. Donc, vous voyez, maintenant, vous êtes convaincus, vous ne pouvez pas nous mater, vous êtes contraints de revenir là où nous avions proposé, ou se mettre autour d'une table, discuter de ce problème que vous nous avez imposé à Casamance. Et c'est comme ça que notre contact a débuté, mais manque de peu, il ne leur avait pas donné un papier officiel. Donc j'ai refusé d'accueillir aux députés en leur disant que vous ne détenez pas un papier officiel qui me prouve que c'est Abdou Diouf qui vous a envoyé auprès de moi. Voilà. Vous voulez dire qu'il a voulu vous rencontrer de manière officielle? Non, il a d'abord demandé aux députés de me rencontrer avant. Donc, puisqu'il ne leur a pas donné un papier disant que c'est moi qui vous envoie ces députés-là pour rencontrer, et donc je leur avais demandé, ils m'ont dit non, j'ai dit non, je ne peux pas vous recevoir. Allez retourner dire à Abdou Diouf, moi, je suis condamné. Pour me voir, il faut passer par le procureur ou le juge d'application des peines qui est ma charge. Donc, un permis de visite en bonne et due forme, même si il est président de la République, gardien de la Constitution. Il doit passer par là, sinon je ne recevrai aucune de ces personnes envoyées auprès de moi au camp pénal. Et c'est comme ça que les députés sont repartis dans l'après-midi et il leur a donné ce papier-là et ils sont venus, on s'est mis à discuter jusqu'à ce qu'on a commencé à faire l'ébauche d'une trêve d'abord, puisque les armes tenaient en Casamance, d'une trêve et qui sera suivie effectivement des signatures d'accords de cessez-le-feu que nous avions pu convenir en Guinée-Bissau sous proposition de Diouf lui-même à Bissau, où nous avions signé cet accord le vendredi 31 mai 91. Voilà. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous exiler en France? Alors, l'accord ayant été signé, il restait maintenant pour mettre en application de cet accord, qui est quoi? D'abord, il faut former un groupe de travail qui vont être chargés de surveiller l'accord de cessez-le-feu. Comme partout, ça se crée. Donc, ce serait donc 4
à Tiga, et 4 militaires, et les 4 députés. Le bureau politique désignera également 4 membres, et ensuite le parti d'Abdou Diouf, ou alors l'Assemblée, pour désigner 4 députés et qui feront partie de ce groupe de surveillance d'accord de ce téléphone. Voilà. Et c'est comme ça, donc, sur le plan de droit, ce qui devait être fait. Donc, le MFDC forme son bureau politique. C'est ce que nous avions demandé à nous rencontrer au mois de juin 91, le 1er juin, le 6, pardon. Et ce rendez-vous ayant été pris, arrivé le jour J, Abdou Diouf m'a fait interdire d'aller assister à cette première réunion du MFDC qui devait former le bureau du MFDC. J'étais donc privé en violation totale de l'accord de Guinée-Bissau. Alors, malgré tout, mes collègues ont reporté la réunion le 15 juin. 15 juin, la même chose. Non seulement il n'a pas permis que j'assiste à cette réunion, et il a pris la décision de m'expulser de la Casamance à Dakar. Donc, on m'a mis dans le bateau, arrivé à Dakar. Tout de suite après, j'ai été convoqué par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Il s'appelait, et je ne sais pas s'il est encore vivant, Madian Arignan. Dans son bureau, il me signifie que le gouvernement du Sénégal a pris la décision de m'expulser du Sénégal. Voilà. Et c'est comme ça ça s'est passé. Donc, ils ont préparé le dossier. Et puisque mon passeport qu'on m'avait prêté quand je partais en Casamance, au Sénégal, Abdou Diouf l'a récupéré en disant que, eh bien, débrouillez-vous pour avoir un passeport. On vous a récupéré le passeport sénégalais qu'on vous a prêté. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés demander à l'ambassade de France à Dakar et qui m'a donné en quelque sorte un sauf-conduit. Parce que l'ambassadeur lui avait dit, écoutez, il était venu avec un passeport sénégalais, où j'ai donc contraint de lui donner un passeport. Et c'est comme ça qu'on m'a appelé pour que je vienne au ministère de l'Intérieur. Je dis non, vous avez l'ancien passeport, vous n'avez pas besoin de reprendre ma mesure pour me donner un nouveau passeport, surtout si pour m'expulser de votre pays. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont fabriqué un nouveau passeport, en me donnant d'ailleurs curieusement 1,80 m. Alors comment je fais? Je ne fais pas ça. Donc, ils me donnent ce passeport-là. Mais ils ont mis vos propres prénoms, non? Tout, à l'ADS à Paris, à Paris et tout. Et donc après, ils m'ont accompagné directement à l'aéroport. Et c'est comme ça qu'à l'aéroport, le 12, donc samedi 12 juillet 91, je me trouve à l'aéroport Dakar-Yoff, attendre mon avion, minuit. J'ai pris le vol directement à Paris où je suis arrivé le matin, vendredi soir, et le matin, samedi 13 juillet 91. C'est comme ça que j'ai été expulsé d'abord de la Casamance et du Sénégal, arrivé à Paris. Voilà. Et depuis lors, vous avez tenté de retourner en Casamance? Non, mais ils m'ont expulsé. Je ne peux pas tenter. Avec donc interdiction de retourner? Oui, c'est ça, expulsion totale. Voilà. Ils m'ont retiré d'ailleurs leur papier officiel. Si l'ambassadeur n'avait pas insisté, c'était l'ambassadeur de France qui aurait dû me donner un sauf-conduit. Et voilà. Donc depuis lors, vous vivez en France, mais sous quel statut? Là, vous êtes devenu français? Moi, je suis en France depuis 1966, donc par conséquent, les cartes de séjour m'ont trouvé ici. J'avais toujours ma résidence normale en France. Avec une carte de séjour? Voilà, c'est ça. Qu'on appelle une résidence, n'est pas carte de séjour, une résidence. Carte de séjour, c'était la première formule, n'est-ce pas? Et nous, qui sommes nés avant les indépendances, nous n'avions même pas droit à ça. Et moi, personnellement, on m'a demandé de regagner la patrie et j'ai refusé. Et c'est comme ça qu'ils nous ont donné une résidence de séjour.
Voilà. Mais là, actuellement, est-ce que vous avez l'intention ou le vœu de retourner en Casamance ou au Sénégal? Non, mais moi, mon retour en Casamance, la Casamance sera libre avant que je ne retrouve en Casamance. Hein. Là, je ne retrouve. Le Sénégal, ce n'est pas ma patrie. Moi, ma patrie, c'est la Casamance. C'est là où je devais retourner libre. Et là, actuellement, quelles sont vos relations avec le gouvernement sénégalais? Sous Macky Sall, je veux dire. Macky Sall, quand il s'est fait élire en 2012, il m'a envoyé premier émissaire chez Amissatou Sow Sidibé au mois de décembre 2012. Pardon. Donc, arrivé ici pour des renseignements, soi-disant, parce que le président voudrait prendre une décision, puisque quand il faisait la campagne, il avait dit que sa priorité, deuxième priorité, c'est régler le problème casavancé. Le problème casavancé ne peut pas être réglé sans Nkrumah, bien entendu. Donc, c'est pour cela qu'il a envoyé cette dame, brave dame, je la remercie au passage, parce qu'elle a été honnête, sincère et surtout respectueuse envers moi. Et c'est comme ça, elle a obtenu tout, noté, aller présenter au président. Qu'est-ce que le président fait? Il lui renvoie encore vers moi. Il dit, mais, monsieur le président, ce que vous avez demandé au niveau de Nkrumah, et je voulais tout donner, pourquoi vous me retournez pour lui dire quoi? Bon, le président a insisté, vous savez, comme il a... Il voulait que vous rentriez, il voulait que les choses se calment. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais justement, il a insisté, et pour la deuxième fois, elle a accepté. C'était pour me dire que oui, lui, il ne négocierait que avec ceux qui ont les armes, pas avec nous, le bureau politique. Donc, quand la dame est revenue me le dire, il dit ça c'est son problème. Ce n'est pas moi qui ai demandé à être président de la République du Sénégal et a pris les engagements pour régler le problème casavancé. Quand il le disait, il savait très bien qu'il ne pourra pas régler ce problème-là sans les Casavancés. C'est avec les Casavancés qu'il a un problème d'ici, donc c'est avec eux, donc moi. Donc, et c'est comme ça qu'il est reparti lui dire, et cette fois-ci, le problème de mandat d'arrêt était évoqué, et c'est comme ça qu'il a décidé de jeter un coup d'œil sur ce fameux mandat d'arrêt que je lui ai dit, que j'ai montré d'ailleurs à la dame. Alors il a fait recommander à ce ministre de la Justice, la dame, Mimi Touré, qu'elle a dit qu'il n'a rien trouvé dans sa chancellerie. Également, qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie un document, n'est-ce pas? Deux documents. L'un de Mimi Touré, l'autre de son cabinet, signé par Farba Ngom, disant qu'ils sont regardés dans le ministère de la Justice, ils n'ont trouvé aucune trace de mandat d'arrêt me concernant. Par conséquent, moi je suis libre d'aller où je veux. Je dis, mais c'est pas faux. Il dit non. Donc la dame est retournée, dit la même chose, mais cette fois-ci, il m'envoie encore le conseiller à la présidence qui était Mbaye Ndiaye, avec le contre-amiral qui s'occupe du dossier de la Casamance, Pape Farbassar. C'était le vendredi 24 mai 2014. Maintenant, ces documents que j'ai, hein. Donc la même chose, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai sorti le mandat d'arrêt en question, et l'aurais donné à Pape Ndiaye, et il a lu. Qu'est-ce qu'il fait? Il a gratté sa tête. Immédiatement, il téléphone. Mimi Touré toujours dit, mais ce que vous avez dit, c'est avéré inexact. Voilà le mandat d'arrêt que Nkrumah vient de me donner, je viens de le lire. Alors, c'est bien mis par le gouvernement du Sénégal, le procureur, le doyen du juge qui devait venir m'assister ici, mon interrogateur, il s'appelait M. Ndiaye. Alors, daté et signé à Dakar, et avant d'envoyer ici, on a, donc voilà, ce que vous nous avez dit, c'est avéré faux. Et c'est comme ça qu'ils ont tenté. Macky Sall leur avait dit, puisqu'ils sont à Paris, il faut qu'ils prennent contact avec le tribunal.
Mais c'est vraiment bête de leur part. En droit, ça ne se fait pas. C'est le gouvernement du Sénégal qui a pris sa décision normale de envoyer ce mandat d'arrêt par le biais du gouvernement français, ministère de la Justice. Donc il faut qu'il retourne à Dakar, dans le bureau du procureur de la République qui a émis ces mandats. C'est lui seul qui peut demander, qu'il faut leur donner d'abord la véracité de ce que je leur avais montré, et ensuite c'est lui seul, avec le gouvernement, le président actuel, qui pourrait prendre la décision de lever la poursuite qui sont lancées contre tous les dirigeants du MFDC, non pas seulement Nkrumah. Et depuis qu'ils sont repartis, je leur avais même donné l'adresse de mon avocat. Ils ont été reçus chez mon avocat, Maître Cirelli. Ils ont fait une séance de travail. Il attend pour qu'il revienne signer le procès verbal depuis donc 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez Macky Sall, il s'entête encore, il m'envoie le 26 janvier, toujours 2014, d'abord Robert Sagnan, pour avoir la véracité. Je lui ai donné la copie du mandat et tout, rien. Donc Macky Sall, je crois qu'il est devenu autiste. Et je constate d'abord qu'il n'est pas politicien. Il ne connaît rien dans l'administration. Voilà, parce que je regrette, mais c'est ce que les Sénégalais viennent de découvrir maintenant, que ce type-là n'a rien dans la tête, et ce qui lui intéresse, d'abord, l'argent qu'il a détourné de l'État du Sénégal, puisqu'il s'est donné 8 milliards que personne ne sait où, comment il a pu les gagner, et ensuite, il est arrivé à se faire élire par infraction, donc par défaut. Sinon, jamais, cet homme n'aurait jamais été à la présidence du Sénégal, parce qu'on voit qu'il foule toutes les lois et qu'il a trouvé. Et les Sénégalais constatent maintenant qu'il n'est pas capable, lui, de régler le problème de la Casamance par la force comme il le pensait. Et aujourd'hui encore, sur le plan politique intérieur du Sénégal, on voit qu'il ne fait que catastrophe sur catastrophe. Donc incapable de régler le problème de la Casamance. Donc voilà les relations que j'ai avec Macky Sall. On s'est même parlé au téléphone. Et c'est ce que je lui ai répondu. J'exige, le MFDC exige, puisque aujourd'hui, je suis le secrétaire général du MFDC, j'exige la levée des mandats d'abord, avant que je reçoive ici aucun émissaire de vous. Voilà. Monsieur Sani, aujourd'hui, beaucoup se demandent si vous avez toujours la légitimité en tant que secrétaire général du MFDC, et est-ce que vous arrivez à commander l'aile militaire qui est sur place tout en étant à Paris? Alors, légitime, oui, parce que c'est les institutions du MFDC qui m'ont donné cette légitimité. Comme partout, dans ce gouvernement, partout au monde, le président est légitime parce ils ont organisé un vote et il est sorti le premier pour être légitimé, être président de la République selon les institutions du Sénégal. Tout parti aussi a ces institutions qui légitiment son secrétaire général avec toutes ses composantes. C'est cela qui fait que je suis donc légitime aujourd'hui depuis malheureusement le décès de l'abbé Diamacoune le 14 janvier 2007, après le deuil, puisque j'étais son secrétaire général adjoint, eh bien, les institutions m'ont légitimé que je prenne les rênes du MFDC à la place de celui qui venait de quitter. C'est comme aux États-Unis, évidemment, les institutions des États-Unis ont dit que le président, avec son vice-président, si le président, malheureusement, n'arrive pas à terminer son mandat, immédiatement, il n'y a pas eu des élections, c'est le vice-président qui prend sa place. Donc, moi, notre institution du MFDC, c'est comme ça, puisqu'on nous a imposé une guerre,
vous imaginez très bien que le MFDC ne pourra pas organiser un congrès pour procéder en vote. On nous a imposé la guerre. Et pour conséquent, l'abbé, quand il nous a quittés, immédiatement, j'ai pris sa place et je continue la guerre que le Sénégal nous a imposée. Donc, je réponds sur les militaires. C'est moi qui commande, qui suis le chef suprême. Voilà. Donc, par conséquent, comme Macky Sall aussi est le chef suprême de son armée. Donc, ce qui fait que tous ceux qui, les Sénégalais ou les journalistes que j'entends parler d'autoproclamation, mais ces gens-là ne savent pas ce qu'ils lisent. Donc, pour moi, la légitimité qui m'a été donnée par les institutions du MFDC, c'est cette légitimation que j'exerce à la fois pour le bureau, l'ensemble du bureau du MFDC et pour les militaires du MFDC qui sont à Tika. C'est lui qui veut se mettre à travers de cette institution du MFDC, eh bien, il se serait exclu lui-même du MFDC, aussi bien que soit un militaire, soit un civil. Donc, vous êtes en contact permanent avec Salif Sadio et les autres? Salif Sadio, c'est déjà délégitimé dès l'instant qu'il s'est déclaré en 2013 comme quoi il est le secrétaire général du MFDC et chef d'état-major d'Atika. Ça fait rire aux Casamassés. Ça fait rire aux Casamassés auxquels il parlait, n'est-ce pas? Parce qu'il devait savoir que ce qu'il dit là, il parle au nom du Sénégal. Voilà, parce que le Sénégal voudrait lui mettre sur pied un MFDC à lui. Et par conséquent, au niveau des civils, il n'a trouvé personne. Il a fallu qu'il trouve au niveau d'Atika ou Salif Sadio. Salif Sadio parle au nom de l'État du Sénégal. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est dit qu'il est le secrétaire général, mais tout le monde savait que ça ne peut pas se faire. Même Macky Sall qui lui avait donné cet argent-là, ou l'État du Sénégal qui lui avait donné cet argent pour se rebeller contre l'autorité du MFDC, et savent très bien que ces autorités-là savent très bien que Salif Sadio ne réussirait pas. Donc par conséquent, pour moi, c'est moi qui suis le chef suprême de Atika. Mais ne craignez-vous pas que l'on vous contourne pour parler avec les autres ou dialoguer avec les autres? Mais écoutez, ils dialogueront avec le bureau politique du MFDC. Et auquel cas, ils ne pourront dialoguer avec personne. Voilà, toutes ces personnes qui, soi-disant MFDC, n'ont légitimé rien dans le bureau du MFDC. Ça, c'est la folie de tous les régimes du Sénégal et qui se mettent à contourner le problème que elles-mêmes ont posé en Casamance. Voilà. Donc, il y a les institutions du MFDC par lesquelles elle doit passer, ces autorités sénégalaises doivent passer. Si elles ne passent pas, elles se fatiguent pour rien. Cela ne peut rien résoudre aucun problème en Casamance. C'est des problèmes que elles-mêmes nous ont imposés, c'est les armes. Et ils constatent qu'ils ne connaissent pas les armes plus que nous. Voilà. Par conséquent, là, la seule solution qui leur reste, c'est de venir trouver le bureau légitime du MFDC, donc moi, secrétaire général, qu'on puisse me proposer le dialogue qu'ils voudraient nous demander. Voilà. Sinon, c'est temps perdu pour eux. Macky Sall finira son mandat sans régler le problème casamancé. Et c'est là le prochain Sénégalais qui sera peut-être élu président de la République qui aura fait face à nous, mais pas Macky Sall. Je vais terminer sur les derniers accords qu'il y a eu en Bissau. Du coup, vous en pensez quoi? Ça l'a même. Est-ce que vous avez été représenté? Non, c'est ça au monde demain? Mais si je mettais à vous compter les accords que les régimes successifs du Sénégal ont signés avec les personnes en Casamance, eh bien, la seule qu'on pourrait peut-être penser qu'elle peut se tenir, c'est
la signature qu'on a forcé l'abbé Diamacoune en décembre 2004, qui était le secrétaire général du MFDC. Dès l'instant que cela n'a pas marché, je ne vois pas qui et quelle personne qui pourra signer demain ou aujourd'hui un accord de cessez-le-feu sur la question casamançaise qui peuvent tenir debout. C'est vraiment le ridicule qui ne tue pas dans le politique sénégalais. Voilà. La Casamance est bien assise chez elle. Elle a été agressée par ces régimes sénégalais successivement, n'est-ce pas? Et malheureusement, avec des mensonges que ces régimes-là ont continué à bourrer les crânes du peuple sénégalais et qui pensent que ce qu'on leur dit sur la Casamance est vrai. C'est la raison pour laquelle le peuple sénégalais n'a encore rien réagi. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas, à partir de leur troisième président à la tête de ce problème casamancé, ils commencent à comprendre à peine un jour, c'est le peuple sénégalais qui demandera des comptes à leur président. En l'occurrence, le président Macky Sall n'échappera pas. Macky Sall, le peuple sénégalais lui demanderait les comptes sur sa guerre qu'il a déclenchée en Casamance, alors que les papiers de sa première campagne est là. Priorité en Casamance, c'est dialoguer pour trouver la paix. Et il a passé outre, il a mené la première guerre 2021. Aucun résultat. 2022, aucun résultat. Il se met à implanter son armée en Gambie et en Guinée-Bissau pour tenter de nous prendre en étau. C'est une folie que Macky Sall est en train de faire à ces militaires sénégalais. Et je m'adresse aux militaires. N'est-ce pas? On vous a donné la Casamance. La Casamance, Senghor l'a militarisée depuis 1972 entre les mains des militaires. Les militaires ne font rien, ils n'ont jamais gagné une guerre. Qui regarde dans l'histoire du monde, les militaires n'ont jamais gagné une guerre. Par conséquent, la Casamance qu'on vous a confiée, vous devez comprendre demain, c'est vous qui allez avoir honte. Parce que vous vous êtes dit que vous êtes des djambars. On vous fait dire que dans la sous-région, votre armée est la seule. Mais c'est faux, vous allez avoir une honte à sortir en Casamance. Et vous êtes en train de faire semer la haine entre les deux peuples, sénégalais et casamançais, qui ne se réparerait certainement jamais. Puisque cette guerre, vous ne pouvez pas la gagner. Les présidents civils ne font que détourner de l'argent, le peu d'argent que les peuples ont mis, puisque c'est à partir des impôts, pour leur bien et le bien de leurs enfants. Et vous les militaires, qu'est-ce que vous avez? Ceux qui ont été des victimes pendant la guerre de la Casamance sont encore là et ils n'arrivent même pas à se sortir. Leurs enfants n'ont même pas allé à l'école. Et encore, je m'adresse encore particulièrement aux militaires casamanciens qui sont dans l'armée sénégalaise. Vous connaissez bien votre pays. Aucun militaire Diola ne peut aller maîtriser un village de son propre village au nom du drapeau du Sénégal. Ça, c'est une folie. Vous n'avez rien. Surtout que vous, les Diola, votre terminus dans les carrières de l'armée sénégalaise, c'est colonel. Voilà. Donc, comment ceux qui ont déclenché la guerre contre le peuple casamancé et contre la vie, le conseil qu'on leur avait donné, n'allez pas, vous ne gagnerez pas. Et maintenant, subitement, ils savent que pour tenter de gagner cette guerre, il faut qu'ils envoient les Casamancés Diola face à leurs frères. Et je leur dis, attention, attention, vous êtes armés par l'État sénégalais pour venir mener la guerre à vos frères Atika et nous vous épargnerons jamais, puisque nos villages, jamais, ne seront occupés par les militaires sénégalais. Ça, ce que je veux dire à Macky Sall et à son armée. Donc il prendrait
de savoir que là où ces deux papas n'ont pu gagner quoi que ce soit, il doit savoir que lui ne gagnera rien. La seule solution, c'est de lever les mandats d'arrêt, que lui ne l'a pas fait, mais Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ensemble, heureusement, ils sont vivants, de les lever, de tendre la main au MFDC. Nous sommes prêts, moi je suis prêt, venir les écouter, que ces autorités sénégalaises me proposeraient. Parce qu'elles savent très bien que la Casamance ne l'appartient pas. Et comment est-ce qu'elles peuvent rêver ce rêve fou que le Casamance demande à l'indépendance à quel État qui les a colonisés? Ce n'est pas le Sénégal. Et par conséquent, voilà l'appel que je lance pour terminer au peuple sénégalais et casamancé, surtout au peuple sénégalais, de ne pas se laisser enrôler dans cette affaire où ils ont bien compris qu'aucun débat sérieux du problème casamancé n'a été recommandé au sein de la Chambre des députés du Sénégal depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Dans quel État nous sommes? Dans tous les États, quand un régime déclenche une guerre, eh bien, si elle ne gagne pas cette guerre, eh bien, c'est les députés de ce pays qui prennent la situation en main, provoquent une réunion pour examiner pourquoi et comment on en est arrivé là. Et après, quand ils sauront que c'est l'État qui a tort, on fait ramener l'ordre du pays, donc de l'État du Sénégal, puisque le président Abdou Diouf était fou à l'époque pour provoquer cette guerre qui n'a pas gagné. Abdoulaye Wade l'a suivi, c'est la même chose. Donc Macky Sall, ça sera la même chose. Il ne gagnera pas. Donc la seule solution, c'est de venir retrouver le MFDC et commencer à discuter comment nous pouvons mettre fin à leur folie qu'ils ont voulu nous montrer chez nous, qui ne fera jamais trembler, même en cas de passé de 10 ans. Les chars de combat ou les drones qui sont chantés à l'époque ne pourront faire peur à personne en Casamance, encore moins les dirigeants du MFDC, le premier d'entre eux, c'est moi encore. Personne ne me fera trembler en Casamance.